Oh les gars, je sais pas si vous, mais alors moi j'ai le plus grand mal à détacher ma fille de son iPhone. Elle y passe des plombes. Ah oui, mais j'ai eu ta mère au téléphone, elle m'a dit que c'était pareil avec toi devant le club Dorothée à l'époque. Ouais, et puis devant le téléphone, et puis elle gueulait d'ailleurs. Elle gueulait dans le téléphone. La ligne. Toi, t'étais en mode, je prends le téléphone fixe, je tire le câble, je vais me mettre dans ma chambre et je passe des soirées entières à dans parler les toilettes. Dans les toilettes. Oh là là, c'était mieux avant. C'était mieux. Bah, je sais pas. Je sais pas. Tu sais que ça, c'est une réflexe de vieux daron. Hein. Je reste poli. Hein. Le vieux daron pourri même. Le vieux papa ronchon, disait Michel Serres. Après une longue journée de travail, ça fait du bien de voir vos têtes. Baigné d'une lumière bleue sinistre. Merveilleux. Bon, écoutez-moi, idée de génie. C'est notre dernière soirée ensemble avant que Cathy parte, alors on va la savourer. Si on posait nos téléphones et qu'on s'offrait 10 secondes ininterrompues de fusion familiale, les yeux dans les yeux. Ça va commencer? Ça semble. Pose ton téléphone. Maintenant. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes bien dans French Tech, le podcast qui titille votre esprit critique pour une tech plus éthique. Cyril Chaudois pour vous accueillir et toujours avec Thibault Lemann et Mick Lévy. Salut. Bonjour à tous. Si vous êtes parent, vous avez peut-être déjà vécu cette scène du long métrage animé Les Mitchell contre les machines, sorti en 2021 sur Netflix, que l'on vient d'entendre. Ouais, et ça m'a rappelé quelques souvenirs de la maison d'ailleurs. Pour ma part, si je faisais témoigner mes deux filles de 14 et 9 ans, elles vous diraient probablement à quel point j'use et abuse de tous les ressorts pour les sensibiliser comme je peux aux vertus et aux risques du numérique. Ah ouais, comme je peux. T'as encore fait ton daron des temps modernes. Ouais, j'avoue, de base, c'est compliqué, hein. Déjà, va dire aux kids qu'il ne faut pas être addict à ton smartphone ou ton laptop quand tu es toi-même continuellement connecté. Je sais pas de qui tu parles là. Pour le boulot, en plus. Non, ah là, je vois. Et puis, comment leur donner envie de te croire, même si tu tiens un podcast sur le sujet, alors que, elles voient dans l'outil un super moyen de s'amuser, de papoter avec leurs copines et de créer des super chorés, en plus. Bon. Être parent est déjà un drôle de métier pour lequel aucune formation digne de ce nom n'existe. Mais alors, depuis la propagation des écrans et des réseaux sociaux, y a de quoi s'inquiéter de ne pas être à la fois diplômée du MIT, de Sciences Po et de Montessori. Sophie Comte est la cofondatrice de Chut en 2019, un média qui se décrit lui-même comme féministe et inclusif et qui invite ses lecteurs et lectrices à observer un temps de pause pour mieux s'acculturer à la vague digitale. Alors ça, forcément, nous, chez French Tech, ça nous parle. Surtout que depuis 2023, Chut se décline aussi en Chut Explore à destination de nos ados. Avec Sophie, nous allons nous demander comment éduquer nos enfants au numérique, ou plutôt, comment intégrer le numérique dans l'éducation de nos enfants. En commençant par nous demander simplement s'il est si nécessaire que cela de s'en soucier ou si c'est juste un réflexe de daron et de daronne, puis en interrogeant les initiatives déjà en cours avant de nous demander si intéresser les jeunes aux enjeux du numérique, ce n'est pas avant tout, comme pour l'écologie, une question de récit à réinventer. Pour aérer notre réflexion du jour, deux chroniques dont vous êtes fan, je le sais, la Patch Tech de Fabienne Billard. Comment parler d'éthique de l'IA en entreprise, c'est la question de Fabienne, et la Philothèque d'Emmanuel Goffi, où il sera question des biais des IA, sûrement en écho à notre épisode avec Olivier Sibony sur nos biais cognitifs. Enfin, dans moins d'une heure à présent, nous débrieferons, juste entre vous et nous, cher public, des idées clés partagées dans cet épisode. Restez donc jusqu'au bout. À présent, accueillons Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour à tous les trois. Salut Sophie. Salut Sophie. Sophie, on se tutoie ? Bah ouais, très bien, ça me va. Super. Est-ce que le programme tel qu'il est posé dans l'intro te plaît ? Super, j'ai hâte. Nickel. Écoute, on va y aller. On lance le grand entretien. Vous êtes bien dans French Tech et ça commence maintenant. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bon moi quand j'étais ado, je suis pas sûr que c'était finalement vraiment beaucoup mieux que nos ados d'aujourd'hui. Je passais des mercredis entiers devant la télé, entre sitcoms et autres émissions au niveau très douteux d'une part, Oula. et au Voilà. téléphone. Encore des révélations. Non, rien de très particulier, comme vous les gars d'ailleurs. Et par ailleurs, donc, des heures au téléphone d'autre part. Mick, mais tu mobilises la ligne, quand est-ce que tu vas raccrocher ? Vous voyez le truc, c'était avant les smartphones, ça. Disons Enfin, que bref. j'ai toujours le même cri. Je vois d'où ça vient en fait, cet C'était le énervement. cri du fond du couloir C'est ça. de mes parents. Bref. Bon, aujourd'hui, les enfants, du coup, le passent sur TikTok, YouTube, WhatsApp.
et font aussi beaucoup d'activités finalement sociables comme nous quand on était au téléphone. Et à chaque génération, on critique les comportements de la génération suivante, et je crois pouvoir dire que c'est à peu près le cas depuis la nuit des temps, pour avoir des auteurs du 19e siècle qui déjà pouvaient critiquer les comportements des ados de la génération suivante. Alors, pourquoi, Sophie, finalement, il faudrait particulièrement s'inquiéter vis-à-vis des usages du numérique? Est-ce qu'on n'est pas dans un vieux réflexe de daron rétrograde qui ne supporte finalement pas les comportements disruptifs de la génération qui vient? Oh là là, ouais, non, j'y vais fort, ouais. Oui et non, forcément, ouais. Moi, je trouve ça très drôle parce que je me reconnais aussi beaucoup dans ce que tu dis là. Quand j'étais plus jeune, moi, je fais partie de la génération Club Dorothée et j'ai passé des mercredis à regarder la télé, et j'ai aussi passé de longues heures au téléphone à discuter avec les copines, clairement à l'adolescence. Et tu te faisais engueuler par tes parents qui gueulaient du fond du couloir. Mais tu vas raccrocher. Bon, je vais pas vous la faire. Je connais encore les numéros de téléphone par cœur, si tu veux. Oui, c'est ça. À l'époque, on n'avait que des fixes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. La grande époque. Bon, oui, alors du coup, faut s'inquiéter ou pas? Ou est-ce qu'on est juste dans cette reproduction de la génération d'après? Elle est naze. C'est forcément oui et non. En fait, il y a ce truc de parents et ce truc peut-être d'adultes, effectivement, qui jugent la génération qui arrive et qui la trouve moins brillante, moins intelligente. Je sais pas, il y a des études qui peuvent sortir de temps en temps sur la baisse du QI et d'autres qui sont contradictoires. Ouais. À l'instant, donc. Ah bah voilà, on est oui. pile poil dedans. Bah oui, il y a pas de mais après alors là c'est pas le QI, mais c'est vrai que les études là ne s'accordent pas entre elles pour dire qu'il y aurait vraiment une baisse du niveau intellectuel dans le monde, en France. Mais c'est certain que depuis peut-être qu'on peut justement le dater depuis la génération Club Dorothée, enfin depuis que l'écran a pris de la place dans les foyers, les choses ont changé. Ça pose des questions pour les plus jeunes, évidemment. Là, il y a justement des choses qui ont été faites pour les plus petits, pour alerter justement sur le fait que c'est mauvais, effectivement, en dessous de 3 ans, de laisser un enfant, un jeune enfant avec un téléphone portable ou une tablette à longueur de journée. C'est mauvais pour son développement cognitif, tout simplement. Maintenant, on le sait, ça s'est avéré. On sait aussi que c'est mauvais pour la sédentarité, de rester trop devant son écran, devant toute la journée, 4 heures, 5 heures, 6 heures, c'est pas possible, en fait. On le sait aussi, nous, en tant qu'adultes, et parce qu'on travaille tout le temps avec ces outils-là et qu'on est beaucoup aujourd'hui nomades, enfin on travaille en télétravail, et voilà. En fait, il y a d'énormes changements avec ces écrans qui cristallisent beaucoup de tensions. Il y a un débat très très clivé, comme partout maintenant, dans tous les domaines, en fait. Oui, comme souvent les débats qui touchent à l'éducation sont très clivants, forcément. C'est clair. Mais il y a des risques avérés, on le sait aujourd'hui. Alors je parlais des jeunes enfants, il y a effectivement le problème de la sédentarité et du manque de sport, par exemple. On alerte beaucoup là-dessus maintenant, sur le fait que les jeunes doivent faire du sport. Il y a pas mal d'études aux États-Unis qui sont sorties, des études universitaires qui montrent effectivement davantage de sédentarité liée à l'usage du smartphone, parce que nous, on était calés devant le Club Dorothée le mercredi après-midi. Là, les jeunes d'aujourd'hui restent calés dans leur canapé ou sur leur lit dès qu'ils sortent de l'école, et ça peut aller jusqu'à très très tard la nuit. Donc il y a ces problèmes d'obésité, il y a les problèmes aussi de sommeil, je crois. Et puis au-delà de ça, l'usage des applications en elles-mêmes comme Snapchat ou Instagram, etc., avec la question des filtres pose même je crois des problèmes psychologiques avec des phénomènes qui ont été appelés Snapchat dysmorphia, etc. Est-ce que tu as des éléments, toi, là-dessus? Bien sûr. C'est vraiment un phénomène. Alors, c'est plus lié aux applications en elles-mêmes. Ça, c'est tout un champ de risque important à soulever, des réseaux sociaux, de la façon dont ils sont conçus, des designs, et effectivement, le fameux filtre bold glamour de TikTok, par exemple, qui crée ce problème de dysmorphie. Mais c'est même le bold glamour, c'est le filtre qui rend super beau d'un seul coup et qui paraît en plus hyper réaliste. Donc ça transforme complètement l'image de la personne. Selon les normes de beauté actuelles, avec des pommettes très dessinées, tu fais bien de le préciser. yeux, oui, c'est ça. Et qui concerne principalement les filles, évidemment. Ça, c'est clairement, en plus. Est-ce qu'on peut expliquer juste au public en quoi donc la dysmorphie, déjà grosso modo ce que c'est, donc on comprend qu'à partir d'un filtre
qui renvoie de nous une image qui a été liftée en quelque sorte de façon synthétique par l'effet du filtre, devient une espèce de norme, et quand on se voit après dans la vraie vie et dans le miroir, ça nous pose un problème psychologique, et ça mène à quoi ça exactement comme à une comme perte de sujet? confiance en soi. On se reconnaît plus en fait. J'ai l'exemple, j'ai la chance d'avoir des ados autour de moi, donc j'arrive à voir beaucoup de choses maintenant, et je me sens très concernée. Mais je vois des jeunes filles qui ne savent plus se prendre en photo. Elles font des selfies entre elles. Alors qu'elles s'envoient des snaps avec des filtres, c'est une chose, mais maintenant, même quand elles sortent et elles vont à la fête foraine, etc., elles sont toutes ensemble, elles se prennent en photo avec des filtres systématiquement. Elles n'utilisent absolument plus. Enfin, elles sont pas choquées. Moi, j'étais vraiment surprise. Je me dis, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas. Elles se travestissent d'une certaine manière en permanence grâce à ces filtres. Et je voudrais juste pointer du doigt un élément clé de ce phénomène, c'est qu'il y a une explosion partout dans le monde, aux États-Unis en particulier, mais partout dans le monde, du recours à la chirurgie esthétique. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Parce que c'était quand même un truc autrefois qui était réservé plutôt aux seniors, qui allaient se faire lifter. Et là, aujourd'hui, c'est les jeunes qui y vont. C'est une explosion, je crois. Je crois principalement quand même aux États-Unis, parce que c'est plus accessible qu'en France. Mais oui, il y a ce problème ça va à tel point que les jeunes filles en viennent à la chirurgie esthétique, clairement. Après, ça a été aussi tout le phénomène de l'influence, des influenceuses, qui a aussi lancé des phénomènes comme ça de chirurgie esthétique, qui a un peu banalisé la chirurgie esthétique chez les femmes. Alors, il y a aussi la lanceuse d'alerte, c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure, la lanceuse d'alerte Frances Haugen, qui travaillait chez Facebook. Et c'est Facebook, parce que Facebook a fait des études en interne qui justement montraient qu'il y avait une utilisation d'Instagram créée chez les jeunes filles, une baisse de confiance en soi. Et c'est pour ça qu'elle en a parlé. Je vais tourner une question un peu différemment, mais c'est là j'ai l'impression qu'on essaye de confirmer un prisme dans lequel l'ensemble des technologies qu'on utilise sont dangereuses. Et alors, en faisant écho un peu à ce qu'on avait dit avec Olivier, qu'on a des biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va tirer des éléments qui vont nous confirmer dans l'idée que c'est des biais, enfin que la technologie est dangereuse pour les jeunes. Je tire le trait volontairement. Mais déjà à l'époque, tu parlais du Club Dorothée que tu as suivi. On disait que le Club Dorothée était un déchaînement de violence et sur lequel était abétissant. Et qu'on allait créer une génération d'abrutis. J'ai l'impression que finalement, la génération d'abrutis, alors soit on l'est. Depuis t'as Demurger qui a écrit La fabrique du crétin digital. Donc, peut-être qu'on est tous déjà des crétins digitaux. et en fait, si tu veux, même si on remonte déjà à l'époque, l'apparition du rock'n'roll, la musique qui était absolument ahurissante des uns et des autres. Enfin bref, finalement, est-ce qu'on crie pas un peu au loup? Est-ce qu'on ne donne pas peur? Est-ce qu'on fait pas peur justement à cette génération qui, au final, avec peut-être un peu plus d'éducation, avec un peu plus c'est pas si dangereux que ça? Je tire le trait volontairement un peu fort. Alors, je pense que ce qui se passe, c'est que effectivement, la question de l'éducation de nos enfants, elle nous tient à cœur. Elle est comment dire, viscérale. Et donc, on a une réaction forte par rapport à ça. Mais je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous-mêmes, maintenant, on utilise tout le temps tous ces outils, sans prendre de recul, forcément, sans prendre le temps de comprendre ce qui se passe et les changements que ça induit. Et je pense qu'il y a un effet miroir qui se crée avec nos enfants. En fait, nous-mêmes, on est comme ça en train de scroller et on dit à notre enfant mais tu vas arrêter de regarder cette tablette. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que ce qu'il faut aller chercher là, c'est notre propre. Au lieu de pointer peut-être les difficultés qu'ont les ados, c'est nos propres difficultés qu'on a nous-mêmes avec le numérique. Mais évidemment, nous, on le sait aussi qu'il y a des choses très intéressantes qu'on peut faire avec. En fait, comme ça cristallise beaucoup de tensions, tout est lié à l'écran en lui-même. On parle du téléphone. Oui. Et on se focalise sur l'objet au lieu d'aller au-delà et de voir qu'il y a certaines applications, certains sites qui sont conçus de telle sorte que tu y passes trop de temps, que tu fais des choses qui sont pas très intéressantes, effectivement, enfin voilà, qui sont de l'ordre du divertissement et qu'il ne faut pas que se divertir. Une télé, c'est un objet incroyable. Quand on regarde les émissions d'Arte, c'est passionnant. Donc, Sophie, je sais que quand vous avez lancé Chute Explore, vous avez forcément beaucoup réfléchi à la ligne édito et aux problèmes sur lesquels il fallait alerter ou sensibiliser les ados. Quels sont les principaux axes
à explorer vis-à-vis des adolescents et du numérique? Alors nous, on aime parler d'éducation au numérique. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le numérique est absolument partout, et c'est ça qui rend le sujet difficile à appréhender, c'est que justement, il est diffus en fait, il touche tous les secteurs. Et donc, aujourd'hui, il y a des initiatives qui existent, qui sont, je sais pas, des cours de code ou des cours de techno, etc. Mais l'idée d'adresser ces sujets aux ados, c'est de montrer que ça concerne justement, comme nous adultes, ça concerne aussi bien leurs interactions au quotidien, la façon dont ils sociabilisent. Tu en parlais tout à l'heure justement, la façon dont ils s'informent. Aujourd'hui, en fait, c'est pas juste s'informer, c'est ce qu'on demande aux ados aujourd'hui, c'est d'apprendre. C'est de l'apprentissage en fait. Ouais. J'ai un exemple qui date d'hier. Ma fille devait faire un exposé sur la Voie lactée en physique-chimie. Elle est en 6e et on lui a demandé de faire des recherches sur Internet. Elle avait jamais eu l'occasion d'aller taper Voie lactée sur Google et d'aller faire une sélection de recherche. Donc Et là, tu lui as dit d'aller voir ChatGPT? Pas encore. Vas-y, gagne du temps, ma fille. C'est une très bonne idée. Alors attends, du coup, donc là, c'est vraiment sur la partie que vous avez appelée décode, autour de l'information et du numérique, et de savoir donc décoder quelles sont les bonnes informations, d'exercer l'esprit critique, etc. Comment s'informer en ligne, c'est ça, exactement. Voilà. On a parlé d'une deuxième approche qui était finalement autour de l'estime de soi. Vous l'avez appelée en mode selfie, si je crois. Mode selfie, bah oui, c'est tout c'est justement ce dont on a parlé tout à l'heure, ces filtres qui te transforment ton apparence. C'est que ça, et puis du coup, tu nous disais, il y avait un troisième axe. On a un peu préparé avant ensemble. Hein. Il faut qu'on dise à notre public quand même. À peine. Et donc tu nous disais, il y a un troisième axe qui est vraiment important aussi dans cette éducation au numérique, et qui est les métiers de demain. Les métiers de demain. C'est ça. Demain, je serai. C'est-à-dire à la fois comment le numérique transforme l'ensemble des métiers, et à la fois s'intéresser aux métiers du numérique. C'est ça l'idée? Bah oui, c'est de montrer tous ces métiers-là qui sont justement... Le numérique est tel aujourd'hui. Les applications, elles sont telles qu'elles sont aujourd'hui parce qu'elles sont conçues par des personnes qui travaillent dans ce domaine. Et c'est à nous à prendre ce pouvoir d'agir et à venir travailler dans ce domaine pour le transformer de l'intérieur. Donc oui, il y a un enjeu d'orientation aussi pour les jeunes qui est hyper important, puisque les métiers du numérique sont les métiers de demain. Je vous apprends rien. Et voilà, c'est vraiment pour nous les aussi d'ailleurs. Pardon ? C'est les métiers d'aujourd'hui aussi d'ailleurs. Et d'aujourd'hui, merci. On peut témoigner tous les trois. C'est ça. Mais voilà, pour nous, c'est un peu un socle de base de la culture numérique, de l'éducation numérique même. Ces trois domaines-là, l'information, l'estime de soi et les métiers de demain. Et ben, c'est maintenant l'heure du Patch Tech de Fabienne Billa. C'est le Patch Tech. Ouh, Fabienne, mais dis donc, t'as pas entendu depuis un moment dans Trench Tech. Ça nous fait bien plaisir de te retrouver. Alors, pour cette reprise, tu vas nous parler du délicat sujet de l'éthique qui connaît des rebondissements singuliers avec l'irruption des IA. Effectivement, l'éthique de la technologie bat son plein et a insufflé la création de ce podcast. Au fil des échanges, des intervenants aux multiples regards, il est évident que cela peut s'étudier sous différents angles, avec de nombreuses possibilités d'appréhender sa complexité multidimensionnelle. L'engouement porté à l'IA générative par le biais de ChatGPT rebat à nouveau toutes les cartes. Cependant, l'éviction de Sam Altman d'OpenAI est révélatrice d'une tension croissante entre l'idéalisme vertueux et le pragmatisme commercial. Or, le thème d'intelligence est ici trompeur, il devient anthropomorphique. Rappelons qu'il s'agit d'un dispositif de mathématiques, de probabilité, de statistiques et non pas de conscience. Pour autant, de la production de cette intelligence artificielle et de son usage découlent des problématiques éthiques. D'ailleurs, 94% des dirigeants français sont activement engagés dans l'élaboration de nouveaux cadres plus adéquats. En premier lieu, on peut regretter que l'on ne puisse pas compter sur nous-mêmes, contemporains connectés, pour délivrer des données intelligentes, sourcées, pour des échanges instructifs, pondérés sur les plateformes. Notre éthique serait alors directement infusée dans les algorithmes. On ne peut accréditer non plus les déclarations angéliques des big boss de la tech portées par leurs propres idéaux messianiques et pas si universels. Oui, mais avec tout ça, quand on est dans une grande entreprise qui s'apprête à utiliser ces méga IA, quelle question faut-il se poser? Comment instaurer une approche corporate
et éthique. Et oui, tu as raison, cela implique des réflexions philosophiques, des choix technologiques, des actions de formation éducative et des cadres législatifs. Mais je ne reviendrai pas sur ce dernier point abondamment traité, notamment avec les règlements européens. On se tourne naturellement vers les philosophes, les éthiciens, qui questionnent les finalités et les limites de l'IA et proposent des cadres en résonance avec nos valeurs et notre déontologie. La technologie est également une ressource. Les concepteurs d'algorithmes peuvent intégrer des principes éthiques dès la phase de conception, mais aussi de la transparence, de la robustesse. Pour cela, il faut recourir à des méthodes et des outils appropriés, tels que l'audit, la certification. On peut envisager aussi l'attribution d'un label. L'explicabilité de l'IA contribue à la confiance et, plus intelligible encore, l'auto-explicabilité de l'intérieur vise à rendre plus compréhensibles les décisions d'un système. Puis, la traçabilité, la protection des données, la correction des biais ou, ce que je considère comme essentiel, la conception centrée sur l'utilisateur. Toutes les parties prenantes peuvent être sensibilisées avec des formations. Et plus tôt, dès le collège, les programmes scolaires et universitaires devraient inclure l'éthique, qui s'insérerait dans des disciplines fondamentales. Il faut peut-être aussi se tourner vers l'extérieur pour prendre le pouls sociétal finalement. Effectivement, il y a un autre outil efficient pour y avoir contribué, la création de comités d'éthique indépendants qui invitent à appliquer les principes de base. Régulièrement convoqué, il intervient sur les cas d'usage et pose des repères. Cet exercice est un challenge, car des situations concrètes et singulières se font jour avec leur lot de questionnements. Fort à propos, comme l'observait le philosophe Dominique Lecourt, l'éthique de l'IA est une éthique de la discussion. On n'a pas fini d'en parler. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Eh bien merci Fabienne, ça fait du bien de te retrouver effectivement. Alors nous, avec Mick et Thibaut, on a décidé de créer Trench Tech en 2022, partant du constat qu'on trouvait que les enjeux de société charriés par le progrès technologique n'étaient pas suffisamment mis au cœur du débat public. Ce qui empêchait le citoyen, selon nous, le décideur aussi, le parent, bref, d'exercer son esprit critique sur ces sujets pourtant ô combien structurants pour notre société. En matière de sensibilisation des enfants et des ados aux enjeux de leurs usages de l'outil technologique, pour eux-mêmes, pour leur rapport aux autres, pour l'environnement, etc. Il doit aussi exister des initiatives, non ? Des médias comme le tien, par exemple, Sophie, mais aussi des associations de parents d'élèves, peut-être, ou même tout simplement l'éducation nationale. On en est où concrètement dans ce panorama des initiatives qui existent à date ? Alors, il y a des choses qui existent. Je trouve qu'elles sont encore peut-être timides, elles sont pas suffisantes au regard de cette grande transformation numérique qui concerne les ados. Mais oui, il y a des choses qui existent. Heureusement, déjà, il y a un public qui est particulièrement actif. Un public, ce sont les professeurs documentalistes dans les collèges et lycées qui font un gros travail parce que c'est leur métier d'aller chercher justement des ressources pédagogiques, de faire de la veille et d'aller trouver les bonnes ressources. Ils sont très très intéressés par ces sujets-là du numérique et c'est presque eux en fait qui sont venus à nous pour nous dire on manque de ressources pédagogiques sur le numérique pour les ados. Excellent. D'accord, ça veut dire que l'idée de Chute Explore vient en partie de cet insight-là Tout à fait, ouais. En fait, on y avait pensé aussi, mais on a aussi eu ce retour des profs, des profs doc, parce que il y a pas mal de lycées maintenant qui sont abonnés à Chute Magazine, et tu as des lycées qui font aussi collège, qui nous ont demandé le même support pour le collège et qui l'ont trouvé vraiment trop pointu pour des collégiens, et c'est clair qu'il l'est. Et qui nous ont dit mince, si vous faites quelque chose par contre pour les collégiens, ça nous intéresse. Et c'est vrai que alors il y a quelques ressources. Il y a pas de médias. Bon, on va pas se mentir aussi, il y a pas beaucoup de médias pour les ados, tout simplement. Ouais. On a tendance à dire que les ados lisent pas beaucoup et en même temps on leur propose pas grand chose non plus. Ouais, donc c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Voilà, d'où ça vient, je sais pas, mais en tout cas il faut tenter. Faut tenter des propositions éditoriales. Donc, oui, il y a des choses qui sont faites, des différentes ressources qui existent, notamment, tu parlais de l'éducation nationale. Oui. Il y a le Clémy qui forme justement ces professeurs documentalistes et qui s'est beaucoup intéressé maintenant à la question de l'éducation aux médias. On peut juste redire ce que c'est le Clémy, pardon. Le Clémy, c'est le centre de formation. Alors, j'ai plus en tête l'acronyme. C'est Centre pour l'éducation aux médias
et à l'information. Oh, le mec a tout préparé. Qui- Même les acronymes de ouf. Qui est là pour effectivement porter cette volonté gouvernementale et ministérielle C'est ça. de pousser l'éducation aux médias et à l'information au sein de l'école. Oui. Et je crois que ça, par contre, ça touche plutôt les cycles 2 et 3, c'est ça? C'est plutôt l'école élémentaire, j'ai bien compris ça ou pas? Est-ce que tu peux nous éclairer? Non, collège aussi, il me Non, semble. collège hein. aussi? Ouais, D'accord. ouais, oui, je ne commence pas à dire de bêtises, hein, tout à fait, ouais. Et alors ça prend quelle forme, cette éducation aux On aborde médias quoi et à comme l'information? sujet, ouais. On aborde Alors, quoi comme sujet? L'éducation aux médias, c'est justement un des volets qui amène la question du numérique aujourd'hui dans les écoles et les collèges, les lycées. Et donc, c'est très intéressant, c'est comment s'informer en ligne. Donc, c'est apprendre des techniques journalistiques assez simples au final. Hein. Savoir sourcer un article, identifier des titres qu'on va dire clickbait, quoi, qui donnent envie de cliquer, et qui ne rapportent aucun intérêt derrière. C'est apprendre ces techniques-là, aiguiser son esprit critique, se poser la question de être en recherche de vérité en fait, se demander à chaque fois, essayer de faire croiser ses sources justement pour les vérifier. C'est pas si compliqué en réalité, mais c'est des réflexes à avoir, à développer. Et c'est quoi le justement, volume horaire, pardon, juste pour se rendre compte du poids que ça a dans l'emploi du temps d'un gamin aujourd'hui? Est-ce que c'est 1 heure tous les mois ou c'est beaucoup plus fréquent que ça? Malheureusement, c'est pas encore fixé. Alors, l'année dernière, Pap Ndiaye avait lancé une grande journée d'éducation aux médias, avait instauré une journée par an d'éducation aux médias, une journée. Après, c'est au bon vouloir finalement des établissements qui ont une personne dédiée à ce sujet-là. Soit elles l'ont pas. Moi, par exemple, dans mon collège, qui est ma fille est dans un collège public, il devait normalement y avoir 1 heure de cours toutes les 2 semaines d'éducation aux médias. J'étais ravie et je viens d'apprendre que c'est annulé parce que la prof ne peut pas. Et donc elle en aura pas. Il y a une intention qui est bonne, mais pour le moment, on voit qu'en termes de déploiement, c'est fait un peu à l'envie et à l'opportunité. Ouais. Avant que ça soit structurant, c'est compliqué. Par contre, ce qui est structurant, c'est que l'heure de techno à l'entrée en 6e en 2023, je crois, a été supprimée. Et ça, c'est clair pour tout le monde. Ouais. Est-ce que c'est un bon signal, ça, à envoyer sur justement l'acculturation à la techno? De toute façon, ça, c'est un problème plutôt de l'éducation nationale elle-même, d'un manque de profs, hein, parce qu'en fait, il n'y a plus de profs de techno parce qu'il n'y a pas assez de profs de maths. Donc, mais c'est justement là que la question peut se poser, c'est est-ce que tout doit passer nécessairement par l'éducation nationale? En fait, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Pour moi, en tout cas, à mon sens, à notre sens, chez Chute, oui, il y a une... je ne dis pas que tout doit passer par l'éducation nationale, mais l'éducation nationale doit porter ce qu'on appelle de l'e-civisme, en fait. De la même façon qu'on a de l'éducation morale et civique, on devrait avoir une éducation e-civique aujourd'hui. C'est indispensable. En fait, on est des citoyens, citoyennes, et on est des citoyens, citoyennes numériques. Donc, cette dimension-là, la citoyenneté, c'est beaucoup l'école qui l'amène. La question de la citoyenneté. Donc, pour moi, c'est pour la dimension apprentissage, d'aller chercher quelque chose, mais quelque part, si on essaye de les atteindre par différents canaux, par quel canot on pourrait un peu mieux les atteindre? L'école, tu veux dire? Oui. Au-delà de l'école, parce que l'école va apprendre à chercher. Les magazines, par exemple. Et voilà, et comment est-ce qu'on peut essayer de les Par les exemple, toucher, merci. Et moi, je connais quelques podcasts aussi qui feraient pas du mal à écouter aux ados. Oui, on parlait tout à l'heure de toutes ces initiatives. C'est ça que c'était ta question aussi, peut-être? C'était un peu ça. C'était effectivement, c'est que si on leur dit d'aller chercher, est-ce qu'on leur donne aussi des pistes à aller chercher? Par exemple, un certain magazine ou un certain podcast, est-ce qu'on leur donne aussi des pistes de réflexion? Et dans ces cas-là, est-ce qu'on multiplie aussi les propositions auprès des étudiants, enfin des élèves? Alors, en tout cas, il faudrait effectivement multiplier les ressources pédagogiques pour les jeunes. Il y a d'autres choses qui existent, évidemment. Il y a Pix qui aujourd'hui propose une certification, mais c'est plus pour le côté informatique, je dirais. Il y a un manga qui est super, qui est sur la cybersécurité, créé par une association sur la cybersécurité qui s'appelle l'ASI, A2SI, je crois. Snake News, ça s'appelle le manga en question. Donc, il y a quelques initiatives, mais il en faudrait davantage, évidemment, pour pas faire tout reposer sur l'éducation nationale. Alors, chez Chute, pour le coup, vous avez fait un choix assez singulier, qui est de sortir votre magazine uniquement en format papier. Oui. Est-ce que pour toucher au maximum les ados, il ne faudrait pas aller sur les médias sur lesquels ils sont et donc plutôt avoir un Chute sur TikTok? Alors après, c'est notre proposition éditoriale à nous de dire que le papier, on en a besoin dans un monde numérique.
C'est pour ça qu'on a créé Chute Ok. Magazine. On parle de numérique au format papier parce que le papier existe toujours, existera certainement encore longtemps et qu'il permet une temporalité que n'offre pas le numérique. Il donne il offre presque une intemporalité en fait. Là Clairement. où sur les réseaux sociaux, on est vraiment dans le contenu le plus court qui soit, de plus en plus court, tout doit aller très vite. Et donc, comme on propose de prendre un temps de réflexion, on lâche au Oui, format ça collait aux valeurs et On aux se messages dit, que vous vouliez on va y véhiculer aller. Non, mais par le c'est support. vrai Quoi. que c'est un sacré risque, hein, évidemment. Ouais, ouais. Sauf que notre support, alors il est pas, il est un petit peu original parce qu'il se déplie complètement, un peu comme le 1. Une expérience de lecture comme ça en accordéon qui s'ouvre et qui D'accord. permet du coup de l'avoir en classe, d'avoir un grand support qui s'ouvre en classe, qui permet de l'afficher en classe, qui a un grand poster à l'intérieur, qui permet aussi d'échanger avec ses parents. En fait, l'idée, c'est aussi de trouver des temps de pause et des temps de pause et des temps de dialogue. Donc, c'est vraiment un Intéressant. support qu'on imagine pour la famille. Pour la famille, pour prendre le temps de se dire « Ah, mais en fait, les ados, ils connaissent des trucs que moi, je connais pas. » Et inversement, les parents, ils peuvent aussi en profiter pour raconter 2-3 trucs sur ce qu'ils apprennent dans leurs usages numériques au boulot. Donc, l'écran peut créer une barrière, on le sait. L'écran on sait très bien que ça peut renforcer l'isolement, la solitude, etc. Là, l'idée, c'est justement de ne pas passer par ce support. C'est un risque qu'on prend, mais comme on s'adresse beaucoup au collège et au lycée, ils adorent. C'est aussi, bien sûr. c'est en fait, en vrai, notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que ce magazine soit dans tous les collèges et lycées de France, tout simplement. D'accord, vous avez une cible qui est claire. Sophie, je peux pas te laisser comme ça. Revenir à la nostalgie. À l'époque, il était une fois la vie qui nous apprenait un peu les cours de bio. C'est trop Il y bien. avait également C'est pas sorcier pour tous les amateurs. Il y avait Temps X, encore plus loin. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça qui existe justement derrière les écrans. Pourquoi est-ce que cette absence des médias, ou est-ce que je suis mal renseigné parce que forcément je suis plus de cette génération-là, mais pourquoi est-ce les médias, en fait, est-ce que les médias peuvent jouer un rôle dans ce domaine-là et où est-ce qu'ils sont dans cette éducation-là? Alors, les médias, on a un rôle énorme à jouer là-dedans. Je suis encore surprise de voir qu'il y a peu de choses qui existent, mais je sais qu'il y a plein de choses qui se préparent, qui sont poussées justement par la CNIL, par le ministère de l'Éducation nationale, qui souhaitent vraiment mettre un vrai pied là-dedans en utilisant différentes ressources extérieures et pas que des ressources produites par le ministère. Il y a une charte que le ministère de l'Éducation nationale a créée, qui a un nom un petit peu difficile à retenir, qui est la charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique, et qui va être diffusée dans tous les collèges et lycées. Et la classe à la française. Pardon? La classe à la française. Voilà, avec un nom c'est comme ça. celui-là, ça va être très... Il y a un acronyme, mais il faut vraiment essayer de le retenir en entier. Non, c'est bien comme ça. Ça fait partie des récits à réinventer qu'on va aborder tout à l'heure. Ça, voilà, exactement. Mais voilà, dans le cadre de cette charte, il y a différents médias et je n'en dirai pas plus parce que ça va sortir l'année prochaine. Mais il y a différents médias qui se sont associés à cette initiative et qui vont venir apporter justement leur expertise de médias, qui est la capacité à vulgariser des sujets difficiles, amener quelque chose de ludique, amener une autre expérience, voilà, pour faire en sorte que les jeunes, ça les intéresse. Super. Alors néanmoins, on voit quand même que l'essentiel des initiatives sont aujourd'hui portées par le ministère de l'Éducation nationale, globalement des initiatives gouvernementales. Ouais. Je voudrais juste conclure cette séquence en rappelant que le fameux Clémy qu'on a abordé ou qu'on a évoqué tout à l'heure met à disposition sur son site web, qu'on peut retrouver sur education.gouv.fr, un certain nombre d'outils, de fiches pratiques, etc., notamment à destination des parents, parce que pour répondre à la question de Thibaut, est-ce que ça doit être porté uniquement par l'école ? Non, ça doit être porté en partie par l'école. Oui, mais pas que par l'école, et donc y compris par les parents et puis éventuellement les associations de parents d'élèves, etc. Or, il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà mis à disposition et donc qui sont, entre guillemets, validés par le ministère. Et puis, il y a des initiatives plus personnelles. Et moi, je tenais simplement à saluer celle de Louis Dérac, que je suis depuis un moment sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn en particulier, et qui lui aussi, je cite la façon dont il se présente, il fait de l'éducation numérique. Il dit « J'explore les contours d'une éducation politique, populaire, technocritique et émancipatrice au numérique ». Et lui aussi met tous ces outils en open source à disposition sous licence Creative Commons. Louis Dérac, allez regarder. Et merci Louis pour ce que tu fais. Je pensais juste aussi à je ne sais pas si vous connaissez Tralalaire, qui est l'opérateur français de Internet sans crainte.
un jour qui s'appelle le Safer Internet Day qui a lieu en février, qui est tout un mois sur la sensibilisation autour du numérique pour les ados, les familles. Et il y a un vrai travail à faire effectivement au sein des familles. Donc, c'est un dispositif européen avec un certain nombre d'actions qui sont faites à ce moment-là, que je voulais aussi préciser. Eh bien, c'est l'heure de la philothèque d'Emmanuelle Goffi. De la philo, de la tech, c'est philothèque. Alors Emmanuel, on parle beaucoup des biais dans le domaine de l'IA, notamment en soulignant le fait qu'ils doivent être minimisés, voire totalement supprimés, si c'est possible. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle des biais ? Alors, c'est une excellente question que personne ne semble vraiment se poser, malheureusement. Alors, tu te souviens que j'avais évoqué la question du niveau d'abstraction qui devait être adapté aux besoins pour traiter efficacement des problématiques liées à l'IA. Eh bien, avec les biais, on est exactement dans cette situation où on utilise un terme de manière extrêmement abstraite. Quand on parle de biais, on se réfère essentiellement à une déviation dans le traitement de l'information. Mais en fait, le mot biais, il recouvre un large spectre de signification. Ça peut renvoyer aux biais scientifiques, statistiques, médiatiques, culturels, algorithmiques ou encore cognitifs. Donc le champ est très large. Du coup, limiter ou supprimer les biais, ça impose d'abord de déterminer quels biais doivent être considérés. La majorité du temps, l'attention se porte sur les biais dits cognitifs, c'est-à-dire des déviations de raisonnement, des schémas de pensée trompeurs, qui induisent certes des problèmes, mais sont somme toute nécessaires pour gérer la complexité du monde qui nous entoure, pour donner du sens au monde et réagir vite aux sollicitations. Sans les biais, eh bien, on serait très souvent démunis face à la complexité à laquelle nous devons faire face au quotidien, et on serait certainement incapable de prendre des décisions. On parle d'ailleurs de biais pour évoquer un détour, un subterfuge, un moyen de résoudre un problème. Donc, si je comprends bien, on limite le traitement des biais aux biais cognitifs, et en plus, on ne considère que leur dimension négative. La grande majorité, oui. En fait, le problème, c'est que nous ne le faisons pas consciemment, ce qui est un biais en soi. On voit les biais par le tout petit bout de la lorgnette. Si on se réfère au codex des biais de Benson, eh bien on voit qu'il en existe 188. D'où la question, est-ce qu'on doit tous les prendre en compte pour les limiter ou les supprimer ? Alors tous ne sont pas négatifs ou problématiques. Et là encore, face à la complexité, nous avons tendance, surtout en raison de biais culturels, à approcher les biais cognitifs au travers du seul biais dit de stéréotype. Et plus encore, on a tendance à se concentrer sur une seule dimension de ce biais, qui est la discrimination, en particulier entre les genres ou entre les couleurs de peau. Du coup, quand on dit « il faut limiter ou éliminer les biais », ce qu'on dit vraiment, c'est principalement « il faut limiter ou éliminer les biais de discrimination entre genres et entre couleurs de peau ». Et là, on voit à quel point on a réduit le spectre extrêmement large de la question des biais à essentiellement deux aspects spécifiques. Or, cette réduction, eh bien, elle est le produit de plusieurs biais. Donc, le problème des biais est lui-même approché d'une manière biaisée. Ouais, alors toi, je te vois venir, tu vas me dire que ça pose un problème éthique. Bien vu, ben oui, ça pose un problème éthique énorme qui est celui de notre objectivité face à ces questions. Ça questionne notre rapport à nos connaissances et à l'admission de leurs limites. Ça pose même une question hautement métaphysique. Est-ce qu'un monde dépourvu de biais est souhaitable ? Est-ce que nos biais, en dépit des problèmes qu'ils peuvent générer, ne font pas finalement de l'humain ce qu'il est, c'est-à-dire un animal parfait dans son imperfection ? Et au final, la question qui se pose, c'est « sommes-nous capables de faire preuve d'esprit critique sur nous-mêmes » ? Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Ah, merci Emmanuel de nous avoir replongé dans ce qu'est les biais et l'éthique. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez. Oui, vous, derrière vos écouteurs. Mais imaginez avoir 14 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui accrocherait votre attention et vous donnerait envie, à un tant soit peu, de vous poser quelques questions existentielles sur ce que vos usages quotidiens du numérique ont sur votre destinée et celle de vos semblables. En lui parlant de tout ça comme on nous a parlé du réchauffement climatique depuis des années. On va droit dans le mur. Attention à vos petits gestes du quotidien, c'est votre génération qui devra se prendre en main. Ah bon ? Vraiment ? Alors une fois n'est pas coutume, Sophie, ma première question te sera posée par monsieur notre ambassadeur français pour le numérique, Henri Verdier, invité de notre dernier épisode. Bonjour Sophie, je voulais vous féliciter d'abord pour le travail que vous faites avec Chute et Chute Explore. Et je voulais vous demander comment vous pensez qu'on va pouvoir faire que nos ados ne soient pas seulement des consommateurs avertis et très malins du numérique, mais des citoyens libres qui réfléchissent par eux-mêmes et qui ont conscience de leur responsabilité politique.
Waouh. Question d'ambassadeur. Hein. Alors, je suis très flattée de cette question, Henri Verdier. Merci beaucoup. Oui, et très belle question. Moi, j'aime beaucoup la notion de citoyenneté numérique, que j'en ai parlé, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. C'est la citoyenneté numérique, c'est aussi quelque chose qu'aborde beaucoup Louis Dérac, dont on a parlé aussi tout à l'heure, qui est un petit peu la résultante de l'éducation, de la culture numérique. Donc, il faut l'amener de différentes façons, cette culture numérique. On a parlé des cours de code tout à l'heure, on a parlé de techno. Il y a aussi, on pourrait imaginer en parler dans les cours de français, donner des rédactions sur des sujets en lien avec le numérique pour faire que les ados se questionnent et qu'ils écrivent et qu'ils réinventent les imaginaires en écrivant par le biais de la fiction, de la rédaction. On parle de philo aussi. De la philo, tout à fait. Alors, il y en a de plus en plus maintenant, d'ailleurs, des philosophes des technologies. C'est une question qu'il faut amener en cours de philo. En fait, il faut l'amener partout. Quelque part, cette idée-là, cette notion-là, on a parlé d'e-civisme aussi. Donc, voilà, c'est la citoyenneté numérique, elle se construit et ça commence à l'école. Elle se construit au fil du temps et elle donne à terme la capacité d'agir. Encore une fois, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, la capacité, sans capacité. On parle d'empowerment, sans capacité avec le numérique, devenir capable avec le numérique. Et pour devenir capable avec le numérique, il faut le comprendre. Il faut prendre le temps de le comprendre, ce vaste sujet. Donc, de l'aborder de différentes manières. Et il faudrait qu'il y ait des cours d'éducation au numérique dans tous les collèges, en fait. Tout simplement, on va rendre tout ça obligatoire et voilà, on va résoudre le problème. Mais oui, et tout le programme PIC, c'est un petit peu light de ce point de vue-là. Il apprend à utiliser les outils numériques, comment on clique, comment on ouvre un logiciel, etc. Exactement. Bref, c'est un peu plus large que ça. Mais il n'apprend pas à comment être un bon citoyen à l'ère du numérique. Voilà. Moi, j'entendais Jean-Noël Barrot, on va passer de l'ambassadeur au ministre, donc Jean-Noël Barrot, qui est ministre délégué au numérique, déclarer qu'on avait finalement fait une génération perdue. C'est-à-dire que toute la génération des ados aujourd'hui avait été exposée à tout un tas de risques de cyberharcèlement, de pornographie, etc. Et que rien n'avait été mis en place légalement pour les protéger. Ouais. Est-ce que tu as la même analyse que lui? C'est violent comme terme. Ouais, c'est assez violent, mais c'est vraiment le terme qu'il utilise. Qu'on a fait une génération sacrifiée, plutôt, c'était son terme exact. Qu'est-ce que tu en penses de cette formule-là? Ça fait écho aussi à ce que disait Henri Verdier tout à l'heure sur une génération de consommateurs plus que de citoyens. Mais là, lui, il le dit vraiment vis-à-vis des risques. Risque de cyberharcèlement qui n'était pas encadré, risque d'exposition à la pornographie, etc. Il l'a dit parce qu'il y a un vrai besoin, et heureusement qu'il y a cette loi qui est en cours actuellement, la loi sécurisée, régulée l'espace numérique. Et c'est un vrai besoin de légiférer sur ce sujet. On a parlé beaucoup des risques au tout début. On n'a pas parlé de cyberharcèlement. Il y a un collectif qui s'appelle Stop Ficha qui fait beaucoup là-dessus et qui aujourd'hui, par exemple, nous dit qu'il ne faut plus parler de revenge porn, par exemple, mais plutôt de diffusion de contenu intime sans le consentement. La notion de consentement... Sauf que revenge porn, ça sonne presque comme un truc cool, quoi. Donc, revenge, vengeance, ça amène le côté romantisme, un peu comme quand il y avait des féminicides, on parlait plutôt de crimes passionnels plutôt que de donner le nom de féminicide. Donc oui, alors évidemment... Et tu penses qu'on a fait une génération sacrifiée véritablement sur le numérique? Je dirais pas forcément ça, parce que je peux pas m'empêcher d'être quand même optimiste. Je pense pas. Nous-mêmes, on n'est pas. Enfin, notre génération, à nous, et peut-être des auditeurs et auditrices qui nous écoutent, on a vu arriver le numérique et puis on l'appréhende mieux maintenant qu'au début. Donc, c'est un apprentissage. Et moi, je vois plutôt les choses dans le futur. Il faut vraiment mettre en place cette idée d'apprentissage du numérique qui est centrale aujourd'hui. Je pense que cette idée de génération sacrifiée, si je peux me permettre, c'est juste que comme on n'avait pas le recul nécessaire, on n'a pas su mettre les garde-fous avant, et donc elle est sacrifiée entre guillemets en ce sens, c'est-à-dire qu'elle a essuyé les plâtres. Par empirisme, elle a appris à décoder un peu les trucs, et justement, on est peut-être un pivot pour la génération qui suit. Moi, je trouve la formule très
Bon, très choc parce qu'il y a une loi à passer aussi derrière. Voilà, c'est du marketing, c'est du marketing législatif. Alors justement, ce sont des éléments de langage. La formule est trop forte. Et cette séquence, elle porte sur la nécessité de changer de récit, justement. Alors, monsieur s'est abrité derrière notre ambassadeur, monsieur s'abrite derrière notre ministre. Moi, je vais vous citer notre président de la République. Évidemment, où va nous mener cet épisode ? C'est normal. Donc, notre président de la République, qui depuis très longtemps parle de Startup Nation, donc lui-même essaie de changer par les éléments de langage le récit que l'on porte sur cette industrie qui est le numérique et sur notre manque de compétitivité d'une certaine manière, en tout cas de rayonnement international. Et dans un sens, on voit aussi chez les jeunes, alors peut-être un peu moins ados que jeunes étudiants sur le point d'arriver sur le marché du travail, tout ce storytelling qui fait que quasiment on a l'impression que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus fans et admiratifs des start-upers et des gros patrons des big tech que ne l'étaient les jeunes d'avant autour des footballeurs, les comédiens, les mannequins. Enfin bref, il y a eu à chaque fois la star de son époque. Est-ce que c'est pas vers ça justement qu'il faut aller quand on veut parler des enjeux du numérique aux jeunes, c'est de trouver comment hacker ce discours pour le rendre plus sexy, pour leur donner envie de s'y intéresser de la même manière qu'on parle de Startup Nation et qu'aujourd'hui c'est ultra cool d'être avec un suite à capuche et de lever des millions de dollars, quoi. C'est pour ça que t'as un suite à capuche. C'est parce que j'ai des millions de dollars, c'est pour ça. On sait qui va payer le reste au SMIC. C'est ça. Alors, les nouveaux récits, Sophie. Ouais, en intro, vous avez évoqué la question de l'écologie aussi. Ce besoin de réinventer les imaginaires, de changer de récit dans l'écologie. On le sait, je crois que je sais plus si c'est le dernier rapport du GIEC, mais c'est un des rapports du GIEC qui dit que l'éco-anxiété immobilise en fait, ne donne pas, inquiète trop et ne donne pas envie d'agir. Donc il y a le besoin, alors c'est un terme qui est presque galvaudé maintenant tellement on l'entend, mais de créer de l'inspiration. De rendre ce sujet effectivement. Alors, en plus, la tech bénéficie d'une image toujours très geek. Elle est traitée de façon un peu froide, désincarnée, déshumanisée, toujours très robotisée, alors qu'en fait, c'est des changements humains. Donc, oui, il y a tout un imaginaire à recréer pour montrer que ça nous concerne tous et toutes, que ça concerne pas qu'une bande de geeks à capuche, et que on peut rentrer dans ce monde-là, et on peut le transformer de l'intérieur. Mais je trouve que l'écologie, maintenant, on commence à comprendre qu'il faut porter un autre discours. Dans le numérique, on en est encore loin. Hein. On a toujours ce même, on en parlait aussi, hein, ce même débat, sempiternel débat pour ou contre. Mais précisément, puisque toi, tu es un média et que c'est ce que vous essayez de faire avec Chute Explore, c'est quoi, sinon, la recette, c'est quoi les ficelles ? Comment on va vers ces récits-là ? Alors moi, qu'est-ce qu'il faut changer dans les récits actuels et comment on le fait ? Et c'est un conseil à donner en fait aux parents ou aux institutions qui essayent de tenir ce discours aux enfants et qui ne veulent pas entendre parce que ils sont chiants, quoi, tout simplement. C'est difficile à entendre peut-être par les temps qui courent, mais de la nuance, il faut amener de la nuance, il faut chercher un équilibre. Évidemment, il est important de parler des risques. Et nous, on va continuer d'en parler dans chaque numéro de Chute et Chute Explore. On ne peut pas ne pas parler des risques de cyberharcèlement, voilà, tous ces sujets-là hyper inquiétants. Évidemment, il faut en parler. Mais il faut aussi montrer que le numérique, c'est des opportunités de métier, qu'on peut construire son avenir dans plein de secteurs. C'est montrer que c'est des sujets passionnants. Et je pense qu'en plus, déjà, les ados sont intéressés par ce sujet. Enfin, ils sont consommateurs, hein, comme on l'a dit. Donc, ils les utilisent les réseaux sociaux, hein, assez jeunes. Mais il faut leur montrer tout l'éventail de possibilités qui existent et d'outils absolument géniaux qui existent, qui sont là, qui sont du numérique éducatif. On parle beaucoup de ça aussi maintenant, des solutions de numérique éducatif. On apprend énormément grâce au numérique. Donc, c'est aussi tout ce champ-là à l'explorer. Et justement, là, tu éveilles un point assez intéressant du sujet qui est probablement le côté le plus compliqué, c'est cette notion d'équilibre. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon équilibre entre la notion de sensibilisation et le côté un peu attention aux risques et aux écueils, entre le côté pédagogique et le côté bifurqué dans le côté moralisateur du sujet. Alors, dans la vulgarisation versus sensibilisation. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre hyper compliqué entre toutes ces notions ? Alors, c'est comme en yoga, je pense. On cherche toujours l'équilibre. L'équilibre n'est jamais atteint. L'équilibre est toujours en mouvement, en fait.
On ne peut pas tomber pile poil dessus. Donc, il faut sans cesse se questionner, se remettre en question et se dire, voilà, il y a des contenus, on va amener de la sensibilisation sur certains sujets et sur d'autres, on va amener de l'inspiration et on va essayer de trouver à chaque fois quelque chose d'un juste équilibre. Après, nous, on a pris le parti dans nos couves, toutes les couves qu'on fait, de pas être trop anxiogène, de pas faire trop peur. Je pense que, voilà, les sujets difficiles, ils sont abordés, mais ce qu'on montre en façade, c'est d'abord donner envie de s'intéresser à ces sujets. Donc après, voilà, en tant que média, voilà, moi je parle de mon point de vue, de notre travail à nous, médias, c'est une construction permanente, cette recherche de l'équilibre. Merci beaucoup Sophie. Rappelons que Chute Explore est le premier magazine de culture numérique pour les ados, qu'il est donc d'utilité publique, que ça coûte que 8 € et que c'est disponible à l'abonnement directement sur votre site chute.media. Mais vous qui nous écoutez, restez avec nous pour les 5 dernières minutes de cet épisode. C'est l'heure du débrief. Merci Sophie, à bientôt. Sophie. Merci à tous les trois. Merci Sophie. French Tech. Esprit critique, pratique, éthique. Bien, messieurs, à l'issue de cet épisode, vous vous sentez comment? Un peu plus jeune ou un peu plus vieux dans votre tête finalement? Alors je sais pas, mais moi quand même, quand je nous écoute, j'entends encore des petits réflexes de darons un peu nostalgiques de leur propre adolescence et puis qui parfois pointent un peu les travers des nouveaux adolescents qui sont que sont nos enfants. Et ça me met mal à l'aise, moi. Moi, j'ai pleine confiance en la génération qui arrive. Elle a de nouveaux challenges, comme nous, on en a de nouveaux challenges. Elle a aussi de nouveaux outils. Il va y avoir des choses fantastiques. Nous, en tant que parents, il faut qu'on se prémunisse du risque qui peut être amené, mais tout en prenant garde à pas juste amener des peurs de la nouveauté, de ce qu'on ne comprend pas forcément parce qu'on n'a pas les nouveaux codes tout le temps, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en réalité, c'est récurrent dans l'histoire de l'humanité que de vouloir protéger sa progéniture. Je ne crois pas qu'il s'agisse de juger les jeunes comme étant plus ou moins capables que nous ou que les jeunes d'avant. En revanche, notre job de parents et notre job d'adulte tout simplement, même ceux qui ne sont pas parents, c'est de faire en sorte de les protéger de dangers qui pour le coup ne ressemble en rien au danger du passé. Quand tu montais dans l'arbre et que tu menaçais de tomber, là le parent pouvait réagir. Ok, si tu passais trop de temps devant le club Dorothée aussi, là les parents découvrent tout juste au fond ce qu'est la captologie, ce qu'est aussi le fait d'exposer davantage sa vie privée sur les réseaux sociaux, etc. Donc les dangers sont suffisamment neufs, entre guillemets, pour qu'on manque de recul. Alors, si les dangers sont relativement neufs, il y a aussi les solutions qui ont beaucoup plus de mal à émerger sur ces options-là. Et moi, ce que je trouve, en fait, dans les exemples clairs qu'elle nous a donnés, au-delà de son magazine absolument magnifique qu'il faut absolument avoir dans toutes les maisons, moi, je retiens le côté, alors que j'ai découvert, le manga Snake News, donc, qui est édité par A2SI, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je trouve que c'est bien que ça se diversifie. Et notamment, elle nous dit qu'il va y avoir une sortie, un nouveau Fred et Jamy qui va sortir pour l'éveil numérique l'année prochaine. Je dis nouveau Fred et Jamy, mais j'en sais rien. Mais les médias vont commencer à se mettre à parler un petit peu de ces Moi, j'aime bien enjeux-là. ces initiatives. Il faut aussi regarder, on n'en a pas trop parlé, mais sur les médias qui touchent directement les ados et qui amènent des risques, sur Insta, sur TikTok en particulier, il y a aussi des TikTokers qui proposent de l'éducation numérique, qui proposent d'éduquer au risque du numérique, qui proposent aussi des choses intelligentes. On va dire. Et je trouve que ces initiatives sont vraiment à regarder, d'autant plus quand elles sont un peu spontanées par des personnes qui veulent avancer sur ces sujets. Ça, c'est très intéressant, effectivement, de le souligner. Merci. Parce que ça permet de mettre en perspective le fait qu'il n'y a pas que les initiatives portées par le gouvernement. C'est ça. Et il y en a quand même beaucoup. Renseignez-vous sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Malheureusement, peut-être qu'elles crantent pas suffisamment, mais en tout cas, il y a plein d'initiatives entre le cybermois, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses. Mais donc, c'est intéressant de dire que sur les médias, sur les écrans qui sont utilisés par les ados, il y a aussi ces prises d'initiative. Mais moi, je retiens quand même un point intéressant que nous racontait Sophie, et notamment, c'est la mission de Chute et Chute Explore, c'est de prendre le temps. Une pause digitale, justement sans écran, qui pour elle est une forme de barrière. Donc prendre le temps pour
comprendre ces Et enjeux-là. j'adore parce que ils ont créé un format qui incarne cette valeur. Chute Explore a choisi de ne pas aller sur les médias numériques, mais d'être avant tout du papier. En mode on se pose, on prend le temps de le lire, on prend le temps de s'informer. Et ouais, c'est le format qui incarne la valeur. Je trouve ça magnifique. Ce format-là, c'est à la fois le choix des mots pour ces nouveaux récits pour intéresser un public qui autrement ferme les écoutilles, mais c'est aussi le choix du beau. La couverture est toujours très très belle. Il faut savoir donner envie et par la projection dans son futur métier, par aussi changer l'imagerie habituelle quand on parle de numérique et de techno avec le sempiternel robot qui va plaire aux geeks mais qui fait très très froid dans le dos aux autres. Nécessairement de faire peur à chaque fois sur ce sujet-là. Exactement, et savoir aussi attirer sur notamment des sujets qui sont invisibilisés, comme par exemple la présence des filles dans les filières scientifiques, mathématiques et demain technologiques. French Tech. Et voilà, vous venez de passer plus ou moins 60 minutes en notre compagnie, merci, pour exercer votre esprit critique sur l'enjeu de revoir notre façon d'intégrer le numérique au cœur de l'éducation de nos enfants. Merci aussi à Sophie Comte d'avoir éclairé le chemin de nos réflexions pour nous sentir toutes et tous autorisés à penser ce sujet par nous-mêmes. Parents, étudiants, décideurs en entreprise ou politique, les enjeux éthiques que soulève notre façon de concevoir ou d'utiliser les technologies numériques méritent l'attention de toutes et tous. C'est notre droit et notre responsabilité pour aujourd'hui et pour demain de nous assurer de la place qu'elles prennent dans nos vies et dans l'organisation de nos sociétés. Vous voulez nous aider à propager l'esprit critique pour une tech éthique ? C'est simple. Et en plus, c'est gratuit. Écoutez Trench Tech, partagez nos épisodes et laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée, comme Apple Podcast par exemple. Vous pouvez aussi nous faire part de vos réflexions et suggestions sur nos médias sociaux, LinkedIn ou Instagram. Et souvenez-vous de cette phrase d'Oscar Wilde. Les personnes âgées croient tout, les adultes doutent de tout et les jeunes savent tout.